La grande édition, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de cette édition. Le temps des malentendus autour de l'avenir de Gaza. Quand Washington parle de paix historique et de cessez-le-feu durable, Jérusalem évoque une patience à bout face aux atermoiements du Hamas et un retour possible aux assassinats ciblés. Le mouvement terroriste poursuit ses provocations le long de la ligne jaune et prend son temps pour restituer les corps d'otages. Une dépouille supplémentaire attendue ce soir, alors que le compte à rebours vers la création d'une force internationale s'accélère. Un projet de résolution en ce sens sera soumis à l'ONU dans les prochains jours par les États-Unis. Inquiétude justifiée ou pas côté israélien, notre dossier dans un instant. Autre accélération, celle de la reconstruction de l'axe iranien, du Yémen au Liban, en passant par l'Irak. Les signaux d'alerte s'accumulent. C'est même un rapport de l'ONU qui révèle la montée en puissance des Houthis, désormais parfaitement intégrés au vaste réseau régional, incluant Hezbollah et Hamas notamment. En chef d'orchestre, Téhéran peaufine sa préparation du prochain round face à Israël en tirant les leçons du précédent. Pour ça, une priorité, désarmer le Hezbollah libanais. Un expert nous expliquera pourquoi le réveil pourrait être brutal. Because words cannot express my true feelings, let me just say, Shalom, Haver. Et puis 30 ans depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin, le fantôme d'une paix impossible à Cleveland sur la région. L'écho des coups de feu du 4 novembre 1995 résonne encore. Pour les uns, le souvenir d'une figure historique de la guerre des 6 jours qui avait choisi le pari du compromis avec les Palestiniens. Pour les autres, la tragédie d'un homme trompé par Arafat et le mirage des accords d'Oslo. Quelle place pour l'ancien Premier ministre dans l'histoire du pays? On y revient tout à l'heure. Et voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Qui a dit que la guerre à Gaza était terminée? Hormis Donald Trump, l'ensemble des acteurs semblent être conscients du caractère prématuré peut-être des promesses du président américain. Une paix qui n'en a pour l'heure que le nom. On va tout de suite partir le vérifier au plus près du terrain. Bonsoir Loïc Stechir-Choukroun, notre envoyé spécial en direct du sud d'Israël. Loïc, on parle d'un corps d'otage supplémentaire donc israélien qui a été localisé et qui est restitué a priori ce soir par le Hamas. D'ailleurs, la Croix-Rouge est arrivée sur les lieux. Effectivement, la Croix-Rouge a fait son travail, du moins est actuellement sur les lieux de la restitution du transfert de cette dépouille censée être un otage israélien. On le rappelle qu'à l'heure actuelle, y compris cette dépouille dont on parle, ils sont encore 8 corps d'Israéliens, otages israéliens du Hamas à être dans la bande de Gaza. Le Hamas a signalé en début d'après-midi avoir découvert une dépouille d'un otage israélien dans le quartier de Shejaya, c'est dans la ville de Gaza City, donc au nord du territoire palestinien, dans un territoire contrôlé par l'armée israélienne, donc au-delà de la ligne jaune, la ligne de démarcation qui est là en guise de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. On va en reparler tout à l'heure. En tout cas, le Hamas a annoncé vouloir transférer la dépouille de cet otage israélien vers 20h. Nous y sommes à présent. L'identité pour l'heure n'a pas été spécifiée. Que va-t-il en advenir après? Eh bien, ce sera le même schéma que les restitutions précédentes. La dernière avait eu lieu il y a 2 jours lorsque 3 dépouilles d'otages israéliens dont le colonel Assaf Hamami, d'ailleurs enterré aujourd'hui, ont été rendues. Voilà ce que l'on peut dire à David. Ouais, donc du temps avant l'identification. Loïc, le constat, c'est que pas un jour ne passe sans une violation, une provocation du Hamas sur le terrain. Alors, on a perdu visiblement Loïc Stechir-Choukroun. Vous entendez, Loïc? Alors, j'ai pas entendu la question en tout cas. Je peux vous dire également, David, que les provocations du Hamas continuent et de plus en plus se font de plus en plus pressantes du côté israélien également. On peut également signaler qu'aujourd'hui, l'armée israélienne a localisé et détruit du côté du territoire israélien contrôlé par l'armée israélienne plusieurs tunnels qui ont été détruits par les soldats
combat des forces israéliennes. Il y a également des lanceurs de missiles qui ont été retrouvés et détruits, des roquettes également retrouvées et détruites également par l'armée israélienne, David. Et plusieurs terroristes ont également été éliminés, des terroristes qui s'approchaient dangereusement des troupes israéliennes. Ils représentaient des menaces imminentes selon un communiqué de l'armée israélienne. Voilà, pas mal d'activités en tout cas effectivement sur le terrain. Merci beaucoup le ex-cher Choukroun en direct du sud d'Israël. Alors au vu de cet état des lieux, quelle possibilité d'action pour Israël? Un expert avec nous ce soir, Jonathan Keller, bonsoir. Merci à vous, ancien officier du renseignement israélien militaire. Si on fait le tour là des options pour Israël, elles sont limitées, on le voit bien, du fait de l'accord de cessez-le-feu. Il est question notamment d'un retour des assassinats ciblés pour faire respecter l'accord. Est-ce que ça, par exemple, c'est dissuasif? Alors, je ne crois pas. Les assassinats ciblés n'ont jamais été une fin en soi, ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un outil de pression supplémentaire parmi d'autres sur le Hamas en vue de son démantèlement. Et de plus, c'est un outil pour lequel duquel il faut exercer de façon avec précaution. Je ne pense pas que ce sera le premier moyen de pression. Alors d'autres outils peut-être peut-être d'autres outils. Alors sur les assassinats ciblés, il faut bien comprendre que de un, il est ultimement important de ne pas être perçu comme les responsables d'un éventuel effondrement de l'accord Trump. Et de deux, les assassinats ciblés ont un certain intérêt lorsque l'on parle de leaders historiques, symboliques, de grands guerriers, de type Nasrallah, par exemple. Ils ont un intérêt bien moindre lorsqu'on parle d'un leadership qui est impopulaire et désorganisé, comme l'est aujourd'hui le leadership dans la bande de Gaza. Il y a beaucoup moins de figures. Je vous rappelle le précédent de 1992, lorsque l'on avait éliminé Moussaoui, le secrétaire général du Hezbollah, on avait formé de nos propres mains un autre problème autrement charismatique du nom de Hassan Nasrallah. Oui, effectivement, serpent à plusieurs têtes. Alors c'est ce qu'on disait, le discours de Trump qui dit quelque part la guerre est finie, et puis la réalité, on vient de le voir, qui nous dit le contraire. Est-ce que vous pensez là qu'on est plus proche d'une reprise des combats que d'une paix ou d'une issue, d'un semblant d'issue? Alors, il y a relativement peu de différence entre une paix chaude et une guerre froide. Cela dépend de ce que l'on entend par le mot de guerre. Je pense qu'on ne va pas revenir à un scénario de guerre à plein fouet, comme on l'a connu ces 2 dernières années, avec ces 5 divisions et ces dizaines de milliers de réservistes opérant 7 jours sur 7 en profondeur dans la bande de Gaza. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas notre intérêt. Notre intérêt, c'est de conserver une position de force dans ce territoire dont la superficie est grosso modo 50% de la bande de Gaza, et d'exercer une pression continue sur le Hamas en vue de son démantèlement. Il faut, en contrepartie, comprendre que cela implique un risque, et le risque, c'est un risque de pérenniser ce genre de guerre froide ou de paix chaude. Ça peut, à terme, être étouffant, et ça peut épuisant aussi peut-être pour les fronts. Donc effectivement difficile d'obtenir un désarmement du Hamas. Autrement, peut-être que par la force, l'avenir nous le dira. Vous restez avec nous, Jonathan Keller. Une image forte, c'est celle des funérailles du lieutenant-colonel de Tzahal Asaf Hamami, héros du 7 octobre. Il avait affronté directement les terroristes. Ce jour-là, son corps vient lui aussi d'être rapatrié de Gaza. C'était avant-hier. Il a été enterré, vous le voyez, ce matin au cimetière militaire de Kiryat Shaoul à Tel Aviv. Une foule pour l'accompagner. Était présent notamment le président de l'État, Yitzhak Herzog, l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, et l'ancien chef d'état-major, Herzi Halevi. La mère du défunt a pris la parole. On écoute un extrait. Mon Asaf, tu es rentré à la maison. Après 2 longues années d'attente, 2 années d'espoir, d'immersion et de silence. Notre fils bien-aimé, le lieutenant-colonel Asaf Hamami, pour qui les grades n'avaient aucune importance. Mon fils aîné, un héros d'Israël tombé au combat avec Tomer et Kirill lors d'une bataille héroïque au kibbutz Nirim le 7 octobre, et enlevé. Il est enfin revenu à la maison, sur sa terre natale. Voilà, Clara Hamami, douleur et émotion ce matin, donc à Tel Aviv. Et la suite à Gaza, c'est aussi cette idée promue par Donald Trump encore d'une force internationale en charge de la stabilisation de ce territoire. Washington vient de soumettre un projet de résolution aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. La force est censée opérer au moins 2 ans, mais qui la composera? Quelle direction? Quelle mission? Le tour d'abord de la question avec Déborah Benayoun. À quoi ressemblera le jour d'après à Gaza?
Un projet de résolution présenté par l'administration Trump détaille les modalités envisagées pour la force internationale de stabilisation chargée de gouverner Gaza et d'assurer la sécurité dans la région. Cette force disposerait d'un mandat de 2 ans, soit jusqu'à la fin de l'année 2027, avec possibilité de prolongation. Selon ce document, la force de stabilisation à laquelle les forces israéliennes participeront serait chargée de sécuriser les zones frontalières, d'assurer la sécurité des civils et des zones humanitaires en coordination avec les pays concernés. Elle devrait aussi former de nouveaux policiers palestiniens avec lesquels elle travaillerait en partenariat. Le mandat devrait également inclure le désarmement du Hamas puisqu'il est question du démantèlement permanent des groupes armés non étatiques. Le projet précise également que la force accomplira toutes les tâches supplémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires pour soutenir l'accord de Gaza et qu'elle sera mise en place et fonctionnera en étroite consultation et coopération avec l'Égypte et Israël. Selon une source proche du dossier, l'administration américaine soumettra officiellement le projet de résolution dans quelques jours. Un vote pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine. La Force internationale de stabilisation rendra compte au Conseil international pour la paix et lui sera directement subordonnée. Ce conseil sera présidé par le président Donald Trump et composé de hautes personnalités de divers pays. Un haut responsable américain a déclaré que la Force internationale de stabilisation ne serait pas une force de maintien de la paix des Nations unies. Si ce positionnement est confirmé, ce projet pourrait convenir aux Israéliens puisque la force serait chargée de la démilitarisation de la bande de Gaza. En revanche, la réponse de la Jordanie et de l'Égypte sera scrutée de près. Amman et Le Caire ayant affirmé que la force aurait une mission de maintien de la paix et non d'imposition de la paix. Et on comprend qu'il reste encore bien des paramètres à définir. On se tourne vers vous à nouveau, Jonathan Keller. Alors c'est vrai, avant de rentrer dans le détail, Turquie ou pas Turquie, Égypte ou pas, sur le principe, est-ce que cette force, elle ne risque pas tout de même quelque part de faire perdre à Israël les acquis de ces 2 années de guerre, douloureuse d'ailleurs? Alors, je ne pense pas qu'elle risque de faire perdre les acquis. Il y a quand même un certain nombre d'acquis, si ce n'est l'affaiblissement conséquent du Hamas et de sa force militaire. Par contre, je pense effectivement que les Américains ils essaient de créer une image de vecteur positif avec cette résolution de l'ONU, tout en ne s'engageant pas sur les modalités, sur les détails de cette force internationale, ni sur ses participants d'ailleurs. Je l'ai lu ce matin, il y a une clause très vague, on appelle des parties tierces à participer à cette force, mais d'un autre côté, on donne un droit de veto à Israël, donc on ne sait toujours pas quels pays pourraient participer. C'est important ce droit de veto, vous pensez qu'Israël aura son mot à dire? La Turquie, il n'y aura pas ça. J'espère que le gouvernement israélien sera assez responsable pour effectivement imposer un droit de veto à la fois à la Turquie et au Qatar. Ouais. Alors concrètement, sur le terrain, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir cette force très rapidement de devenir une sorte de finule bis, comme on l'a vu au Liban pendant 17 ans, c'est-à-dire impuissante face aux terroristes et qui sert quelque part uniquement à surveiller ce que fait Israël? Évidemment, d'abord, je ne pense pas qu'il y ait un soldat étranger, qu'il soit qatari, turc, égyptien ou autre, qui prendrait un risque sur sa vie pour démanteler tel ou tel entrepôt ou tel ou tel tunnel du Hamas. Je crois que ce qui va se passer, c'est que cette force ne sera pas établie ou ne sera pas établie de façon organisée, alors que le projet politique de cette résolution, politique et économique, c'est-à-dire à la fois en approvisionnement d'aide alimentaire et en reconstruction de la bande de Gaza, va lui progresser. Le côté militaire du démantèlement du Hamas sera lui bloqué. Je rejoins les propos aujourd'hui de Bshara Barbar, ce conseiller à la Maison-Blanche, dans Al-Sharq el-Awsat, qui a dit noir sur blanc que le démantèlement du Hamas ne serait pas une priorité, contrairement à la reconstruction de la bande de Gaza. Vous pensez qu'Israël peut aller au bras de fer avec les États-Unis en refusant l'instauration de cette force? Non, Israël ne refusera pas l'instauration de cette force, mais tout simplement par un manque d'organisation sur le terrain. Donc poser des Il y aura conditions. soit une force symbolique qui s'occupera éventuellement d'encadrer des forces de police locales palestiniennes, éventuellement d'établir un certain nombre de mécanismes de sécurité aux frontières, à la fois avec Israël et à la fois avec l'Égypte, mais rien de plus. Soit tout simplement cette force sera bloquée parce qu'on discutera encore pendant de longues années sur ces modalités. Alors en attendant, Israël qui garde la main effectivement sur le contrôle d'une bonne partie de la bande de Gaza. Merci beaucoup, Jonathan Keller, d'être venu ce soir sur notre plateau. Alors Donald Trump ferait-il le jeu des ennemis d'Israël? C'est l'heure de l'édito. Parce qu'on voit le président américain pactiser avec les dirigeants turcs et qataris, en particulier lorsqu'il est question de l'avenir de Gaza. Pacte également avec le nouveau leader syrien qui n'a pas vraiment levé les doutes quant à ses intentions. Christian Ballard nous attend à Paris. Bonsoir Christian, notre consultant diplomatique. Votre question ce soir, elle est simple. À quoi joue le président américain? La question se pose. Donald Trump serait-il un fin stratège
ou un grand naïf manipulable à merci. On l'a déjà dit, en jouant la carte du Qatar et de la Turquie à Gaza, le président américain devient en quelque sorte l'otage des frères musulmans dont Recep Erdogan se rêve en grand calife. En recevant le président syrien Ahmed al-Shara le 10 novembre prochain à la Maison-Blanche, il ouvre la porte à un islamiste de haut rang, inféodé au Premier ministre turc qui lui a sauvé la mise et permis de contribuer à la chute de Bachar el-Assad, son ennemi juré. Le Syrien est très intéressé à la levée des sanctions internationales, mais attendons de voir maintenant sa ratification de l'adhésion de son pays à la coalition internationale contre l'État islamique dont il a été l'un des membres éminents. Quel honneur fait à ce terroriste islamiste qui sera le premier chef d'État syrien à se rendre à la Maison-Blanche depuis l'indépendance de son pays. Donald Trump veut transformer les loups turcs et syriens en agneaux. Il aurait d'autre part, selon plusieurs sources, permis l'élimination de membres de l'État islamique et de Al-Qaïda. Vladimir Poutine, qui ne voulait pas demeurer en reste, avait déjà reçu le président syrien au Kremlin à la mi-octobre. Celui-ci sera reçu par le président chinois, Xi Jinping, dans le courant de ce mois. La tâche sera ardue, en tout cas pour Donald Trump, qui se veut un influenceur de premier ordre. En attendant, le président syrien juge sur tous les tableaux pour tenter de stabiliser son pays. Aucun accord pourtant ne devrait être scellé à la Maison-Blanche, pas plus qu'avec Israël. Pour l'instant, en tout cas, pas de normalisation des relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Et je crois que l'attentisme est plus que jamais de rigueur, même pour un Donald Trump pressé d'agir. Attentisme, dites-vous. Merci beaucoup, Christian Ballard, pour cet édito depuis Paris. Et on va élargir la problématique à l'Iran cette fois. Malgré les coups reçus durant la guerre des 12 jours, cet été, Téhéran ne relâche pas ses efforts en vue de sa quête ultime et déclarer la disparition d'Israël. Alors des efforts dans toutes les directions pour reconstituer son fameux axe au Moyen-Orient, sous le radar des Américains. Activité incessante au Liban, en Irak et au Yémen. Israël est-il seul à maintenir sa vigilance? Passage en vue des défis d'abord, en compagnie d'Alexandre Riahi. L'axe de la résistance n'a pas dit son dernier mot. Selon un récent rapport des Nations Unies, les liens entre l'Iran et ses proxys demeurent solides malgré les revers infligés par Israël. Le document alerte notamment sur la montée en puissance des Houthis, la milice chiite yéménite financée par Téhéran. Les rebelles continuent d'entretenir des liens directs avec le Hamas et le Hezbollah. Le média yéménite Yemen Future rapporte que des conseillers militaires de l'organisation terroriste libanaise demeurent actifs dans plusieurs zones sous contrôle houthi. Ces experts, issus des unités spécialisées dans les missiles et les drones, participeraient à la formation d'ingénieurs locaux et à l'amélioration des capacités balistiques de la milice. En parallèle, l'Iran chercherait à renforcer son emprise sur l'Irak voisin, un pays clé dans sa stratégie d'influence régionale. D'après le média britannique Amouage Media, Téhéran entend consolider son ancrage politique dans le pays à l'approche des élections législatives prévues la semaine prochaine, tout en armant les milices qui lui sont fidèles à un rythme accéléré. Des allégations circulent déjà concernant des tentatives d'ingérence électorale, notamment par le biais de financement de campagnes attribuées à des candidats proches de l'Iran. Ces opérations viseraient à assurer la présence durable de relais politiques pro-iraniens au sein du Parlement irakien. Alors, sommes-nous à l'aube ou pas d'une nouvelle confrontation? 3 questions ce soir pour un expert. Cet expert, c'est Jonathan Sayer. Bonsoir et merci à vous en direct de Washington. Vous êtes analyste, spécialiste de l'Iran à la FDD. D'abord, on se doute que les Iraniens ont appris de leurs échecs récents chez eux, en Syrie ou au Liban. Quelles sont les principales leçons qu'il a tirées, d'après vous? En fin de compte, la République islamique a appris que quand il s'agit de dissuasion, il est très important pour eux de réaliser que tant Washington et Israël, avec cette administration, sont alignés. Mais ce qu'ils ont appris, en fait, c'est que tant qu'il y a une base sur laquelle construire, ils vont continuer à fournir des armements
à leur proxy. En fin de compte, ils veulent pousser leurs forces à ses limites et arriver à un cessez-le-feu jusqu'au démantèlement total pour qu'ils puissent continuer à reconstruire leur infrastructure pour des attaques à l'avenir. Ouais, alors certains experts estiment que l'axe iranien serait moins affaibli qu'on pourrait le penser. Pour Israël, attention, pas le temps, vous pensez, de se reposer. Il faut continuer à affaiblir cet axe maintenant précisément et surtout pendant la présidence de Donald Trump? Absolument. En fin de compte, quand on parle des défis avec la République islamique, les proxys, c'est un des angles. Si nous parlons de l'administration Trump combattant tout cela, il faut revenir aux sources derrière. Ça retourne au fait que tout cet appareil mis en place par la République islamique fournit les armes par le financement qu'ils ont en fournissant du pétrole à la Chine. Et donc, tant que les sanctions ne sont pas encore appliquées, c'est ces sanctions qui pourraient être une vraie dissuasion pour les activités de la République islamique en finançant le terrorisme, les programmes nucléaires et balistiques, etc. Voilà, donc rien de nouveau de ce côté-là. Troisième question, Jonathan Sayer. L'Iran, vous pensez, est également affaibli au niveau régional, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment noué de nouvelles alliances, il a beaucoup d'ennemis toujours dans la région? En fin de compte, de leur point de vue, ils sont entourés d'ennemis et ils font de leur mieux pour améliorer leurs relations. Qu'ils aient un succès ou pas, c'est une autre histoire. Un autre angle serait qu'ils ont des ennemis comme le Qatar, qui sont pas seulement ennemis, ils n'ont pas toujours fermé les canaux diplomatiques, pareil avec l'Arabie Saoudite. Donc les États du Golfe Persique sont moins agressifs face à l'Iran que c'était le cas lors de la première administration Trump. Quand on voit la nouvelle vague des alliances au Proche-Orient, bien sûr, ça continue à être totalement anti-iranien, mais les États du Golfe arabe n'ont pas exprimé les mêmes sentiments que ça n'était le cas lors de la première présidence de Trump. Donc quand Israël prend la direction avec le soutien de Trump pour combattre le régime avec des opérations internes et externes à la fois. Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé très clair. Jonathan Sayer en direct de Washington. On remercie également Gisèle Abazon pour la traduction. Allez, on passe tout de suite à l'info en bref, top chrono. En parlant de l'Iran, Téhéran, via ses médias, affirme avoir piraté un sous-traitant du géant israélien de la défense, Rafael. Les Iraniens disent avoir obtenu, grâce à cette cyberattaque, des informations classifiées sur les systèmes de combat de Tsahal. Démenti immédiat de Rafael, qui précise que l'entreprise en question ne produit que des modèles destinés au marketing pour des expositions. Aucune information classifiée n'a été révélée d'après une porte-parole donc du groupe Rafael. Le chiffre du jour, 250 milliards de shekels, 75 milliards de dollars, la facture de la guerre dévoilée par Bezalel Smotrich, ministre israélien des Finances, et le montant dépensé donc par Israël depuis le 7 octobre 2023. Il inclut l'ensemble des dépenses militaires, Gaza, Liban, Iran, Yémen et autres. Chiffre dévoilé à l'occasion de la présentation du plan de relance économique pour l'année prochaine et qui comprend au passage l'aide humanitaire accordée aux Gazaouis. Un sondage, un de plus, qui nous confirme la progression du soutien de la rue palestinienne justement au massacre du 7 octobre. 53% en octobre contre 50% en mai dernier. Enquête menée aussi bien en Judée-Samarie qu'à Gaza. Et une tendance solide malgré la baisse des espoirs de victoire du Hamas, puisqu'un Gazaoui sur 3 anticipe désormais une victoire d'Israël sur fond de cessez-le-feu. À noter que 2 tiers des Gazaouis se disent favorables au plan Trump. 2 tiers des Palestiniens de Judée-Samarie s'y disent opposés. Enfin, des nouvelles du procès Netanyahou. Nouveau tournant, pas forcément dans le sens de l'accusation. Le témoignage de Tzachi Hakvin, ancien enquêteur de police, il révèle que les enquêteurs dans les affaires concernant le Premier ministre israélien ont mené des investigations sans autorisation du conseiller juridique du gouvernement. Infraction grave et des éléments confortant la défense qui dénonce de longue date un complot politique. Et justement, on a dit complot politique, transition parfaite pour le parti pris de cette édition. Alors,
ce soir, c'est Dror Ben Sapir qui se prête à l'exercice. Comprendre l'un des faits du jour avec le grain de sel de l'analyste que vous êtes. Bonsoir, Dror Ben Sapir. Dror, on vient avec vous sur le scandale de Sdeteman. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. À chaque jour, son rebondissement. Là, c'est le ministre de la Défense, Israël Katz, qui vient de nommer un nouveau procureur général militaire, donc de Tsahal. Alors, il n'a pas fait carrière, ce personnage, dans les services juridiques de l'armée. Est-ce que ce choix d'abord est justifié? Oui, alors il s'appelle Itai Ophir et il connaît tout de même les milieux judiciaires, cet avocat, puisqu'il a été conseiller juridique du ministère de la Défense. Mais il n'est pas issu du parquet militaire. Ça, c'est une bonne chose, puisque cette institution est largement discréditée par le scandale autour de Yifat Tomer Yerushalmi, l'ancienne procureure générale, scandale qui, semble-t-il, pourrait éclabousser d'autres officiers supérieurs du parquet. Alors, il faut le rappeler, il est reproché à Yifat Tomer Yerushalmi, donc l'ancien numéro 1 des services judiciaires de l'armée, d'avoir transmis aux médias une vidéo où l'on voyait, où l'on apercevait plutôt, des soldats israéliens s'en prendre violemment à un détenu palestinien du Hamas. Alors, de son propre aveu, elle l'avait fait pour tenter de convaincre l'opinion que la mise en examen de ces soldats réservistes était justifiée suite à une sorte de campagne de discrédit du parquet militaire. Mais ces aveux ont été formulés tard, bien trop tard, puisqu'auparavant, entre-temps, l'ex-procureur général de Tsahal avait menti, tout simplement, aux plus hautes instances judiciaires du pays en affirmant qu'elle n'avait absolument rien à voir avec ces fuites. Et cela, mentir devant la justice, eh bien c'est grave, c'est très grave, d'autant plus lorsque l'on est, comme c'était le cas d'Yifat Tomer Yerushalmi, un personnage haut placé dans le système judiciaire et militaire du pays. Il se peut d'ailleurs qu'elle ait aggravé son cas, c'est ce que pense la police en tout cas, en tentant de maquiller une tentative de suicide, lui permettant de justifier la perte de son téléphone portable, appareil qui pourrait contenir des éléments incriminants pour Madame Yifat Tomer Yerushalmi. C'est très maladroit et ça aggrave son cas. On a vu ces images impressionnantes, des recherches dans la mer ce matin justement de ce téléphone. Alors Dror, certains ont également accusé l'ancienne procureure d'avoir fourni des arguments aux ennemis d'Israël via cette fameuse vidéo. Vous n'êtes pas d'accord? Non, pas du tout, parce que d'une part, cette vidéo n'est pas vraiment incriminante. On y distingue assez mal ce qui s'y passe. L'élément de preuve qui incrimine les soldats réservistes, ce n'est pas la vidéo, c'est l'examen médical du détenu, du terroriste palestinien du Hamas. D'autre part, les anti-israéliens, eh bien, ils sont très actifs, ils sont très bruyants au cours de ces 2 dernières années. Ils n'avaient pas besoin de ce genre de documents pour donner des prétextes à l'expression de leur haine. Au contraire, vous savez, dans toutes les armées engagées dans la lutte contre le terrorisme, il y a parfois, et c'est regrettable, des abus, des bavures. L'honneur de l'armée israélienne, c'est précisément d'enquêter sur ces bavures. Et ce sont les procureurs militaires qui ont la tâche difficile d'ouvrir et de superviser ces enquêtes. Alors, il faut le rappeler, une justice militaire digne de ce nom, véritablement indépendante, c'est la garantie que des soldats israéliens ne soient pas poursuivis par la justice internationale ou par la justice étrangère lorsqu'ils séjournent à l'étranger. Cette déplorable affaire ne devrait donc pas constituer un motif supplémentaire de s'en prendre au contre-pouvoir judiciaire dans son ensemble. Et ça, c'est un sport qui est trop souvent pratiqué par de trop nombreux politiciens qui usent et abusent de théories du complot impliquant un deep state avec des juristes, des juges qui seraient impliqués dans un complot ourdi contre le pouvoir démocratiquement élu. Preuve par l'absurde. Il y a 2 minutes, j'évoquais le nom d'Itai Ophir. Le choix du ministre de la Défense pour remplacer Yifat Tomer Yerushalmi, eh bien, à peine annoncé, cette nomination a été critiquée par certains partisans du gouvernement qui considèrent qu'Itai Ophir est trop libéral, trop à gauche. En fait, il serait trop indépendant, trop respectueux des institutions démocratiques. Vous le voyez, on nage en pleine absurdité. Pas de complot, pas de deep state, ça s'appelle un parti pris. Merci beaucoup, Dror Even. Assumé. Sapir, assumé, à vous de juger. Allez, on y vient à la suite de notre feuilleton qui nous permet de mieux comprendre cette semaine. Souvenez-vous comment et pourquoi le Qatar est aujourd'hui l'une des principales puissances d'influence au niveau régional et même au niveau mondial. C'est parti. Et on a parlé hier et avant-hier des liens tissés par Doha avec donc le Hamas et aussi du rôle d'Al Jazeera, très important, la chaîne. Aujourd'hui, gros plan sur un autre aspect fascinant, ces milliards de dollars investis dans le sport ces dernières années. Le PSG, bien sûr, la Coupe du Monde 2022, suffisant pour se construire une image reluisante. Au fait, quel rapport entre le foot business et cet agenda islamiste que l'on prête au Petit Émirat, découverte ou redécouverte du soft power made in Qatar en compagnie de Déborah Benayoun.
PSG, Coupe du Monde de football 2022, médias comme beIN Sport. Depuis plus d'une vingtaine d'années, le Qatar cherche à asseoir son influence en investissant massivement dans le sport. Le processus s'inscrit dans une stratégie de longue durée. Tout commence au début des années 2000. À l'époque, le Qatar cherche à améliorer son image sur la scène internationale, mais aussi à diversifier son économie. Conscient du potentiel du sport comme élément au service d'un soft power, Doha crée en 2005 la société Qatar Sport Investment, directement gérée par le gouvernement qatari et chargée d'investir dans le sport mondial. L'émirat a commencé par s'intéresser à des événements sportifs luxueux, des grands prix moto aux courses de voiliers. Puis c'est à partir de 2010 que les choses s'accélèrent. Cette année-là, à la surprise générale, la FIFA attribue la Coupe du Monde de football 2022 au Petit Émirat. Un an plus tard, Doha s'offre l'un des clubs français les plus prestigieux, le Paris Saint-Germain. Une acquisition qui marque son entrée dans le Gotha du football européen. Lorsque le mondial ouvre ses portes en 2022, l'Émirat sait qu'il bénéficie d'une visibilité mondiale sans précédent et cherche à en mettre plein la vue avec des stades flambant neufs. La couverture médiatique n'est cependant pas très flatteuse. Certains observateurs n'hésitent pas à parler de Coupe du Monde des excès. De nombreuses controverses pèsent sur l'Émirat, en particulier sur le traitement et les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers. À travers ses investissements colossaux, aussi bien dans le domaine des événements que des médias sportifs, l'Émirat parvient à projeter l'image d'une puissance économique et culturelle. Un soft power qui coexiste néanmoins avec un agenda islamiste soutenu via des financements religieux, notamment en Europe. Voilà, alliance des genres, mais au service de quel objectif? Déborah Benayoun nous a rejoint. Bonsoir Déborah, vous avez donc réalisé pour nous ce sujet. Et vous signez justement ce sujet sur l'utilisation du sport comme outil de soft power. Il y en a d'autres. Pour le Qatar, l'influence, ça passe aussi par l'humanitaire, par le caritatif. Et oui, et même aussi par l'éducation. On a constaté que le Qatar cherchait donc à infiltrer un certain nombre de domaines, l'éducation, l'humanitaire. Pour l'humanitaire, c'est notamment avec Qatar Charity, c'est la plus grande organisation humanitaire de l'Émirat qui est présente dans 70 pays. Elle est présidée par l'émir du Qatar. Et puis en ce qui concerne l'éducation, c'est notamment grâce à la Qatar Foundation qui a été fondée en 95, là aussi par l'émir du Qatar lui-même. Elle se présente comme une ONG qui propose des programmes axés sur l'éducation, la recherche et l'innovation. Alors de façon générale, le Qatar a tissé des liens d'influence directement avec des institutions éducatives, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe d'ailleurs. L'un des programmes concernés, on peut donner l'exemple du programme Choice de l'université Brown aux États-Unis. Au fil du temps, les chercheurs ont constaté que le programme s'était radicalisé, il était même devenu ouvertement anti-israélien. À noter, c'est que ce programme s'est arrêté le 30 juin dernier, apparemment pour des raisons financières. Ce qui est intéressant à souligner aussi, c'est que les chercheurs ont essayé de comprendre ce que recherchait le Qatar dans cette démarche, dans le milieu scolaire et dans le milieu universitaire. Et pour eux, lorsqu'on cherche à exercer une influence douce pour intégrer son idéologie auprès du public cible, en l'occurrence les Occidentaux, il faut choisir les bons lieux d'infiltration, en l'occurrence le milieu scolaire et universitaire. Voilà, le Qatar partout, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. On va aller plus loin avec un expert de la région, David Rigoleros, qui nous rejoint à l'instant. Bonsoir et merci, vous êtes chercheur à l'IRIS. Votre point de vue d'abord, est-ce que nous serions peut-être un petit peu trop suspicieux envers le Qatar, finalement, un pays qui veut investir dans le sport, peut-être gentiment? Est-ce qu'il y a bel et bien pour vous aussi des arrière-pensées idéologiques dans tout cela? Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Alors, il y a une formule qui est attribuée au père de l'actuel émir, c'est cher Ahmad Al-Thani, qui avait dit « Lorsque je voyageais en Europe, du temps où j'étais jeune, dans les aéroports, on me demandait toujours c'est où le Qatar ?» Donc, il y avait l'idée effectivement de pouvoir promouvoir l'existence de l'émirat par rapport aux autres États régionaux, beaucoup plus grands, comme les Émirats arabes unis et encore plus l'Arabie saoudite, bien sûr. Et dans ce cadre-là, il y a un logiciel spécifiquement qatari qui s'est indexé sur la notion de soft power, qui est une notion américaine de Joseph Nye. C'est une capacité d'influence en termes généraux. Et effectivement, dans ce cadre-là, le sport est un vecteur privilégié. C'est pas un hasard. Et dans le sport, en particulier, le football, qui a une visibilité mondiale, comme vous le rappeliez, d'où l'obsession effectivement d'achat de certains clubs. Alors il est le club emblématique qui réussit spectaculairement, le PSG, le club de Malaga aussi au début des années 2010. Il y a sur les maillots du Barça la Qatar Foundation de Sheikh Hamza, qui est la mère justement de l'actuel émir. Donc il y a l'idée que le sport effectivement est un vecteur d'image pour l'émirat, qui a la taille de la Corse en réalité, mais qui a une capacité d'influence qui est proportionnelle à son fonds souverain, qui est le Qatar Investment Authority, de plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc effectivement, après, peut se déployer une stratégie soft power élargie à partir de
de ce qu'on a appelé le sport power. Alors c'est ça, vous le dites, un coup de maître pour le PSG avec ses succès pour le Mondial 2022. Mais donc si le sport c'est le cheval de Troie d'une infiltration globale du Qatar, c'est quoi l'objectif final à votre avis? Est-ce que c'est encore une fois un agenda islamiste? Le Qatar a eu l'ambition de se dissocier il faut remonter au 11 septembre en réalité, à la question de l'islam politique et de l'extrémisme musulman qui avait été associé au wahhabisme. Et paradoxalement d'ailleurs, parce que le Qatar est d'obédience wahhabiste initialement parlant. Et le Qatar a fait une sorte d'OPA sur l'islam politique, effectivement, dans sa dimension frériste, ce qui explique les liens particuliers avec le Hamas et d'autres mouvements. Et puis un vecteur, on va dire, communicationnel, qui est Al Jazeera, qui est le relais, on va dire, médiatique de cette capacité d'influence, donc qui conjugue, qui associe plusieurs éléments avec l'idée de présenter finalement une forme modernisée de l'islam, islamo-compatible avec le système démocratique. C'est d'autant plus paradoxal que le Qatar lui-même n'est pas évidemment un système démocratique comme ne le sont pas les autres monarchies du Golfe. Donc on voit bien qu'il y a aussi des rivalités régionales qui rentrent en ligne de compte par rapport à cette stratégie. Effectivement, on l'a évoqué un peu plus tôt. Alors vous dites OPA, on peut dire aujourd'hui réussite éclatante pour cette stratégie parce qu'il y a un impact qui est profond auprès de la jeunesse et donc des prochaines générations. Est-ce que le Qatar a déjà gagné pour vous? Oui, mais il y a eu des procès d'intention qui lui ont été faits et le Qatar a compris que, notamment on va dire son investissement dans l'islam politique proactif, notamment dans la guerre civile en Syrie, etc., pouvait devenir contre-productif. Alors ça pouvait avoir un intérêt en termes de capacité d'influence, mais en même temps c'est à double tranchant. On le voit avec la question du Hamas. D'ailleurs, il faut rappeler que dans le premier mandat, le président actuel Donald Trump avait accusé le Qatar de soutien justement à l'islamisme. Paradoxe, aujourd'hui, il considère, et on l'a vu avec l'accord de sécurité qu'il lui a offert, que c'est un des plus proches d'alliés des États-Unis, précisément parce qu'il a réussi à se repositionner comme un médiateur en restreignant ses velléités, on va dire, d'intervention proactive. Ouais, donc à suivre en tout cas cette influence. Merci beaucoup à vous pour cet éclairage ce soir, David Rigouleros, expert de l'IRIS. On va quelque peu détendre l'atmosphère, quoique, vous le savez, le rendez-vous du débat sans concession, eh bien, c'est juste après la grande édition. Il est déjà là. Bonsoir Raphaël Hassine. Bonsoir David. Quoi de neuf ce soir dans Ça se débat? C'est avec vous au sortir d'une première, on va dire, très riche en émotions. Merci. Ah oui, c'était vraiment une bonne émission et on s'est bien amusé en plateau. C'était intense dans les débats et léger dans le ton, donc c'est tout ce qu'on aime. Ce soir, nous allons parler du soutien des Palestiniens de plus en plus important au massacre du 7 octobre. Le fameux sondage, on l'a dit. En quelques mois, ça a pris 3 points. On parle des Palestiniens de Judée-Samarie, mais aussi des Palestiniens de Gaza. 53% des Palestiniens interrogés dans cette enquête apportent leur soutien au massacre du 7 octobre. Et en fin d'émission, nous parlerons du candidat qu'on dit controversé, que Donald Trump qualifie lui-même de communiste. Aux États-Unis, c'est presque une insulte. De Zoran Mamdani. Est-ce que nous avons des débatteurs qui soutiennent Zoran Mamdani? Je pense que oui. En plateau, il y en aura un ce soir. Et quand vous voyez le casting qui s'affiche en bas, je pense que nos téléspectateurs ont bien compris que Rost va défendre ce soir Zoran Mamdani, mais il y aura en face de lui Nili Kupernaouri, Barbara Lefebvre et Guy Poran. Et un invité exceptionnel ce soir, l'humoriste David Azria, qui vient pour annoncer qu'il sera bientôt sur scène ici à Tel Aviv. Eh bien voilà, une bonne nouvelle, en tout cas beaucoup d'antagonisme ce soir en plateau avec vous, Raphaël Hassine, merci beaucoup. Merci. Et donc beaucoup, à tout à l'heure, juste après la grande édition. Eh bien justement, il est temps de faire cap vers les États-Unis, jour J pour l'élection. On disait à l'instant du nouveau maire de New York. Et on rejoint sans plus tarder Antoine Lard. Bonsoir Antoine, en direct de Washington. Eh bien comment les choses se présentent-elles? Parce qu'on a Mamdani, grand favori avec son discours anti-israélien. Et puis à cette petite phrase dont on prend date de Donald Trump à l'adresse de la communauté juive justement de New York. Oui, exactement. La communauté juive de New York est très importante. C'est la plus grande communauté juive au monde vivant en dehors d'Israël. C'est aussi une force électorale évidemment très importante. Et ce matin, Donald Trump leur a lancé un appel à faire barrage à Zoran Mamdani. Alors il le fait à la Trump en disant que les juifs qui voteraient pour Mamdani seraient des personnes stupides parce que, dit Donald Trump, Mamdani est connu pour ses positions antisémites. Alors la réalité, c'est que Mamdani est un soutien fervent de la Palestine et ses
ses opposants, effectivement, l'accusent d'antisémitisme que Mamdani dénonce. Alors tout cela ne risque pas d'entraver la folle ascension du candidat démocrate, quasiment inconnu il y a 6 mois. Il est aujourd'hui 15 points d'avance dans les sondages et c'est lui probablement qui va s'installer à la mairie. Mamdani qui a construit son succès avec un discours à gauche, à l'extrême gauche, même on pourrait dire, en tout cas pour les standards américains, puisqu'il promet le gel des loyers, la gratuité des bus et la gratuité des crèches. Et ça, ce sont des propositions qui parlent énormément aux habitants de New York, qui est une ville extrêmement chère, la ville la plus chère des États-Unis. Elle est devenue quasiment inaccessible pour la classe moyenne. Pour financer ces mesures, Zoran Mamdani dit qu'il veut taxer les riches et les grandes entreprises. Au-delà de Donald Trump, c'est aussi les milliardaires de Wall Street qui se sont mobilisés pour essayer de lui barrer la route. Ils ont dépensé des sommes folles pour financer des publicités négatives contre le candidat démocrate. Alors les résultats seront connus ce soir, mais ce qui est certain, c'est que Zoran Mamdani, lui, ne se laisse pas du tout intimider par Donald Trump. Donald Trump qui menace Mamdani de couper, il menace de couper les fonds fédéraux, il le traite de communiste cinglé. Mais une partie de la gauche applaudit ce bras de fer et elle a trouvé, avec Zoran Mamdani, une égérie capable de tenir tête à Donald Trump, alors que le Parti démocrate est en pleine déconfiture depuis un an et l'échec de Kamala Harris à la présidentielle. Voilà, et pourquoi pas des visées à long terme sur le plan national. En tout cas, la vitrine sociale et le fonds de commerce pro-palestinien. Merci beaucoup, Antoine Hollard, en direct de Washington. Et d'ailleurs, un climat préoccupant pour les Juifs de New York en ce moment. Donovan Hall, un Américain de 35 ans, a été condamné à 49 mois de prison pour une campagne de menaces, vous la voyez, d'une violence inouïe visant la communauté juive de New York. En 3 mois, il a ainsi envoyé plus de 1000 menaces, promettant notamment torture et meurtre. L'individu a transmis des photos d'armes à feu, d'une machette, avant d'être finalement arrêté, les armes ayant été retrouvées à son domicile. Le procureur fédéral a salué une condamnation exemplaire contre la haine. À l'issue de sa peine, Donovan Hall restera sous liberté surveillée durant une période de 3 ans. Et on passe à la séquence reportage. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, le 4 novembre 1995, au soir, Israël apprenait dans la stupéfaction l'assassinat de son Premier ministre au cœur de Tel Aviv. Tragédie qui allait bouleverser le pays et même la région. Aujourd'hui, le souvenir pour les uns d'une figure historique de la guerre des 6 jours qui avait choisi le pari du compromis avec les Palestiniens. Pour les autres, en revanche, la tragédie d'un homme trompé par Yasser Arafat et par le mirage des accords d'Oslo en 1993. Vous voyez les images justement, et c'est dans cette sombre période que replonge pour nous Uri Shapira, reportage adapté par Eric Fendler. כאילו לא עברו 30 שנה. אני מרגיש את הרצח כמעט כל יום, כמעט בכל אירוע מדיני, פוליטי, חברתי, הוא מופיע לי, לפעמים גם בחלום. התחושות הן שניסו להשכיח את יצחק רבין ז"ל. נוגע לאיש עצמו, זה חבר, זה אדם שהיה תענוג לעבוד איתו ועבורו, והוא גם ייצג תקופה שלא קיימת יותר. אני בעצם מרגיש החמצה נוראית. רבין היה מנהיג, בעצם בעיניי המנהיג האולטימטיבי. הוא גייס אותי לעבוד איתו קודם כנושא ונותן עם סוריה, ולאחר מכן כשגריר בישראל בוושינגטון. תוך זמן קצר מאז שהתחלנו לעבוד ביחד נוצר בינינו קשר מקצועי ואישי חם מאוד, שהפך לידידות. פגשתי אותו בפעם הראשונה כשהייתי חייל צעיר בסיירת מטכ"ל. הוא היה אז רמטכ"ל, וכאשר יצאנו למבצעים מעבר לגבול, הוא היה מלווה אותנו ונפרד מאיתנו ממש על גדר הגבול, וממתין לנו כשחזרנו מביצוע המשימה באותה נקודה על גדר הגבול. כבר אז הוא עשה עליי רושם של אדם מיושב, לא מדבר בסיסמאות. הכרתי אותו בשנות ה-70, עבדתי במרכז ההסברה. אני פשוט כל פעם נדהמתי מההיכרות העמוקה שלו של כל רגב אדמה בישראל.
אני אנווט את המשא ומתן הקואליציוני, אני אקבע מי יהיו השרים. ניצחנו את הבחירות בכיף כזה גדול. קיבלנו 44 מנדטים, בכמה ימים הקמנו ממשלה. מאוד אהב לצלם, אני יודעת שהוא אהב לשחק טניס, אני יודעת שהוא מאוד אהב כדורגל, מאוד, ושבשבתות הוא היה צופה במשחקים מביתו. אהבתי לראות איתו כדורגל, אז היו מקליטים את הצ'מפיון ליג, אז הוא רצה נורא לראות את המשחקים, ולא היה לו זמן, היה ראש ממשלה, עבד מהבוקר עד הלילה, אז הוא אומר לי, היום אומר לי, שבס, אתה מקליט, שמים את הקסטה, רואים כדורגל ב1 בלילה, את מה שהיה בערב, ולא היינו מספרים אחד לשני את התוצאה, כי רצינו לראות את זה כאילו בחי. יצחק רבין אמר שני דברים מאוד חשובים שכדאי שנדע אותם. אחד, המטרה העיקרית שלו שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית. דבר השני, הוא נאם בכנסת שבועיים לפני הרצח, הוא אמר, אני רואה בעתיד האזור שתוקם מדינה פלסטינאית מינוס, שתהיה שליטה ביטחונית ישראלית, וחיים שינוהלו על ידי הפלסטינאים בצורה רחבה. כלומר, המינוס זה הביטחון. אנחנו חייבים לשלוט בביטחון מבקעת הירדן עד הים. רבין היה, אני אגיד את זה רגע באנגלית, peacemaker not a peacenik. לא היו לו חזיונות רומנטיים של שלום הישראלי-ערבי, היה מאוד מאוד ריאליסטי. רבין לא רצה לטוס. רבין אמר, אני לא לוחץ את היד לערפאת, פרס ייצג אותנו. וב7 בבוקר בשבת, רבין על הקו, הוא אומר לי, דני, תקפוץ אליי. אני רוצה להתייעץ אם אני צריך לנסוע ולהשתתף בטקס חתימת הסכם אוסלו או לא. אני הייתי בעד, עוד אחד היה בעד, והשלישי היה נגד. רבין קיבל את דעתנו, וכשרבין לחץ את ידו של ערפאת, שאני מכיר את שפת גופו, ראיתי שכל הגוף שלו מתקומם נגד לחיצת היד. הוא עשה את זה כמי שכפאו שד. וכשהוא גמר לעשות את זה, במין אמירה, איך נקרא לזה? סרקסטית. הוא אמר לפרס, עכשיו תורך. הסתה לא התחילה באוסלו. הסתה התחילה מהיום שהוא נבחר להיות ראש ממשלה. קיבלנו יונים מתות למשרד בדואר. איומים, בוגד, רוצח, נרצח אותך. סמל הוא סמל, ונסמל שכמו שאנחנו הגענו לסמל הזה, אנחנו יכולים להגיע לרבין. כאשר ראש הממשלה עושה דברים כאלה חמורים, אני חושב שבהחלט אפשר לעשות מעשים חמורים נגדו. רבין היה נגד העצרת, לא יודע כמה יבוא, כמה יהיה להם כוח מוצאי שבת לבוא לעצרת, זה יהיה ביזיון, הוא לא רצה את זה. כי 10 ימים לפני העצרת, הוא קרא לי, ואמר לי, שכנעו אותי שצריך לעשות את העצרת. הכיכר הייתה מלאה, הוא היה מאושר. העצרת הייתה גם איזה מין התאחדות כזאת בינו לבין פרס, זה פיוס, אני אף פעם לא ראיתי אותם מחובקים וכל כך קרובים זה לזה. למטה, ברחבה שבה הוא נרצח, בעצם היה צריך להיות מגודר, אבל אני לא יודעת איך אנשים נכנסו להגיד שלום, ללחוץ ידיים, ואנחנו ירדנו במדרגות, ירד יצחק רבין, מאחוריו ירד יורם רובין המאבטח, והם מתקרבים לרכב, אני שומעת יריות, אני לא הבנתי מה קורה, וראיתי אותו נופל, בתוך שנייה הכניסו אותו לרכב והוא נעלם. הטלפון היחיד שזכרתי היה של דני הטוב. הטלפון צלצל, רצתי במדרגות, ואני שומע צרחות אימים, דני ירובו, דני ירובו.
החדר ניתוח היה למטה, ומדי פעם ברבש יצא, ברבש היה מנהל איכילוב אז, יצא לעדכן אותנו, ובסוף הוא יצא ואמר, צר לי, חשך עליי עולמי. אני זוכר את זה כאילו שזה נאמר היום, גברתי אשת ראש הממשלה, אני מצטער, אנחנו ניסינו, אבל לא הצלחנו להציל את חיי בעלך, חיי ראש הממשלה. אמרו לנו, אתם רוצים להיפרד מהגופה? ונכנסנו לחדר, הוא שכב, חוסה בסדין עד לכאן עם חבורה כזאת אדומה, במצח מהנפילה. ולא אמרתי למראה עיניי, ואפרים סנה חיבק את ראשו והתחיל לייבב. זה היה קורע לב. יצאתי החוצה, התראיינתי לטלוויזיה, אמרתי שהלכה לי המדינה. ככה הרגשתי. הרגשתי שהמדינה שהייתה עד הרצח לעולם לא תהיה אותה מדינה. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. אני מגלה במהלך השנים שאנשים לא זוכרים מי היה משה דיין או מי היה יגאל אלון או מי היה ודאי לא משה שרת. רבין עדיין זכור, ואני חושב שהוא גם ייזכר הלאה מכאן. מה אתה חושב, יצחק, היה חושב על כל מה שקורה היום? דבר אחד אני בטוח, שבשמיני לאוקטובר הוא היה מתפטר. אם הוא היה ראש ממשלה בשביעי לאוקטובר, הוא היה מתפטר מיד. הוא לא היה מסכים להיות ראש ממשלה אחרי ביזיון וכישלון כזה גדול. ברור, הוא התפטר על הדולרים של אשתו. אז הוא לא התפטר על זה? אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה. מה זה מורשת רבין? השלום. שלום וביטחון. אבל שלום אמיתי וביטחון אמיתי. Because words cannot express my true feelings, let me just say, Shalom, Haver. לנצח אחי, נזכור אותך תמיד. מורשת רבין זאת יושרה. יושרה פוליטית, יושרה אישית. החלום שלי ומה שאני לוקח מאותה תקופה זה הנחישות של רבין כאשר הוא רדף אחרי השלום. גם הם קווים אל מול אורך המשגר. עם ישראל רוצה בשלום, תומך בשלום. אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה. Le fantôme d'une paix impossible. Alors, quelle place pour l'ancien Premier ministre dans l'histoire du pays? C'est la question ce soir. Nous sommes en ligne avec Michael Darmon. Bonsoir et merci à vous, éditorialiste politique à 24 News. Vous publiez cet essai, on va le voir, remarquable, les derniers jours d'Yitzhak Rabin, qui est paru chez Passé Composé. Vous faites revivre quelque part ces moments douloureux, notamment l'atmosphère de ce 4 novembre. On a vu les images, le Shir la Shalom. Soirée, on a vu, qui marque un tournant. Il y a un avant et un après pour Israël. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est d'abord le souvenir de cet événement effectivement majeur, comme on l'a entendu à travers les témoins, que dans votre reportage, sur le fait qu'il y a avant et après la mort d'Yitzhak Rabin. Parce que ce qui m'a frappé à l'époque, et j'ai pu aussi malheureusement, et je dirais sur le plan professionnel, quand même, j'ai eu cette opportunité de travailler aussi sur ce sujet à ce moment-là. Eh bien, ce qui m'a frappé à l'époque, c'était que effectivement, il avait été frappé et tué par un juif, par quelqu'un qui estimait que effectivement la seule manière de pouvoir arrêter le processus lancé pour la paix, c'était donc de le tuer. J'ai trouvé que cet événement et on le comprend et on le sent, et aussi à travers vos témoins, tout simplement a changé
je dirais, la configuration de la société israélienne, parce que cette marque se porte encore aujourd'hui, cette impensée de cet imaginaire de la division du peuple et du fait qu'un juif tue un juif, eh bien, était arrivée. Et j'ai voulu raconter les origines de cette cicatrice et ses implications aujourd'hui. Ouais, cicatrice. Alors, Michaël Darmon, on est 30 ans plus tard maintenant. La mort de Rabin, elle marque l'avènement d'un certain Binyamin Netanyahou et puis aussi le début, quelque part, d'un non-règne quasi ininterrompu de la droite israélienne. Est-ce que c'est un paradoxe ou pas pour vous, ça ? Alors effectivement, on s'en souvient, on le sait, à l'époque, le jeune Netanyahou, relativement jeune, est patron de l'opposition, il est face à Yitzhak Rabin et quelque part, il porte aussi, il soutient, il est en phase avec toutes les manifestations d'anathème, de haine et je dirais, de défiance à l'égard d'Yitzhak Rabin. Non seulement il y a Yitzhak Rabin, effectivement, mais il y a également, on l'a vu également dans ce reportage, un jeune activiste kahaniste qui s'appelle Itamar Ben-Gvir et qui est aujourd'hui ministre aux côtés de Netanyahou et qui a prononcé les paroles qu'il a prononcées. C'était vraiment de l'incitation, on va dire, idéologique et politique. Mais ce qui me frappe aussi, c'est qu'au fond, Yitzhak Rabin a été celui qui a, je dirais, a permis aussi à Israël de penser une révolution culturelle. Parce qu'il a été le premier ministre Sabra, c'est-à-dire que né sur la terre d'Israël. Et ça changeait totalement la donne, puisque son corpus politique n'était pas celui de quelqu'un qui a été forgé dans la fuite de l'antisémitisme ou des persécutions en Europe de l'Est. Il était quelqu'un qui était né à Jérusalem, qui défendait son pays contre ses ennemis et qui était persuadé que la forteresse assiégée n'était pas je dirais, la méthode et la manière d'appréhender les relations internationales. Et de ce point de vue-là, effectivement, vous dites sans discontinuer, il y a eu une parenthèse. Il y a eu la parenthèse d'Ehud Barak qui a été l'héritier donc effectivement de Yitzhak Rabin, qui a tenté et qui a été presque au plus près d'un accord, mais qui lui aussi a échoué. Parenthèse, vous dites effectivement, en tout cas la mort de Rabin, sans doute la mort d'Oslo. Merci beaucoup, Michaël Darmon. Rappelle ce livre que vous publiez, Les derniers jours d'Yitzhak Rabin, voilà, chez Passé Composé. C'est la fin de cette grande édition. Tout de suite, ça se débat et c'est avec Raphaël Hassine et ses invités. Très bonne soirée sur i24.